Eh bien bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Je remercie à la technique Virginie, à la fois pour cette réalisation et puis pour ce qui va suivre. La Rastam qui m'assiste à nouveau aujourd'hui. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Vous n'aviez pas de billet d'absence. Hein. Non, je suis contente d'être là. En compagnie de la Rastam, comme c'était joliment présenté par Virginie. Patrice, fidèle au poste. Oui. Standard. Avant les vacances. Français, réveillez-vous! C'était le thème, souvenez-vous, chers auditeurs, de l'émission de la semaine dernière. Et comme je vous l'ajoutais, c'était pas moi qui le disais, mais notre présidio, Emmanuel Macron, le 21 novembre, devant des patrons de PME. Tout juste espérais-je que cette formule soit reprise par les Français pour manifester leur désaccord vis-à-vis des politiques mondialistes de l'oligarchie cosmopolite nous gouvernant. L'appel de Macron, bien sûr, a semble-t-il été entendu dans le 6e arrondissement de Lyon, lundi 27 novembre, par de jeunes identitaires clamant justice pour Thomas, l'adolescent du village de Crépol lâchement assassiné par des racailles d'une cité de Romans-sur-Isère, avec ce slogan « Français, réveillez-nous, réveillez-vous » et réveillez-nous peut-être aussi, nous sommes ici chez nous. Alors sachez-le, Français du pays réel, de la France éternelle, de la ruralité, comme de nos belles cités ancestrales, vous êtes ici, sur Radio Courtoisie, chez vous. Alors permettez-moi dans cette émission d'ajouter comme thème du jour un codicile, n'ayez pas peur. Contrairement à M. Jadot, d'Europe Écologie Les Verts, qui déclare avoir pour la première fois de sa vie peur. Peur du réchauffement climatique, peur de la guerre, peur de l'extrême droite, surtout bien évidemment. Le système totalitaire qui se met en place aujourd'hui ne craint rien d'autre en réalité que notre absence de peur à son égard lorsqu'ils viennent vous visiter, faussement compatissants pour les épreuves que nous endurons et dont ils sont toujours à l'origine. Ils viennent pour renifler littéralement votre peur. J'en ai fait l'expérience, comme celle d'observer l'état dans lequel les met votre absence de peur justement, peur d'eux et de la situation dans laquelle ils ont fortement contribué à vous engager. Et c'est bien sûr une question de foi. Je ne vous apprends rien sur ce sujet aussi. Donc réveillez-vous et n'ayez surtout... Commencez par votre dossier préféré, l'écologie, le climat, le réchauffement climatique d'origine anthropique. Sujet qui va être particulièrement d'actualité avec l'ouverture à Dubaï de la COP28 le 30 novembre jusqu'au 12 décembre 2023. Il y sera question, comme chacun le sait, du changement climatique, de gaz à effet de serre, de bilan carbone. Bah oui, l'idéologie climatique a depuis longtemps trouvé sa Mecque. C'est la conférence des partis, la COP, qui se réunit tous les ans depuis 1995, ça explique 28. Vous savez que même le pape devait être présent à la conférence. C'est certainement le cabinet McKinsey qui le consulte, comme le font les grands groupes pétroliers mondiaux, soit dit en passant, qui le lui a fortement conseillé. C'est toujours d'ailleurs McKinsey qui organise l'ensemble des festivités à Dubaï, les mêmes qui ont conseillé les gouvernements occidentaux pendant la crise Covid. Tout cela est bien évidemment lié, obéissant au même type de narratif, dans une nouvelle séquence du déferlement totalitaire en cours. Que des personnes clairvoyantes sur le coronavirus n'aient pas compris cela laisse d'ailleurs rêveur. Une occasion pour saluer mon ami le regretté docteur Olivier Soulier, qui avait dans ce domaine comme dans beaucoup su lui remettre en question certaines de ses convictions pour avancer sur le chemin de la vérité. Cerise sur le gâteau cette année, qui est censé marquer un tournant en matière de lutte contre le réchauffement. Une enquête publiée par la BBC affirme que le président émirati de la COP28, Sultan Al-Jaber, a profité de rencontres avec les représentants de certains États censés porter sur le climat pour conclure des marchés pour ses propres entreprises, notamment dans le domaine des énergies fossiles. Car l'intéressé est aussi patron de la compagnie pétrolière nationale ADNOC et du géant des énergies renouvelables Masdar. Elle est pas belle la vie, franchement. Et alors, le pape n'y sera pas à Dubaï ? Eh bien non. C'est mon premier sujet de réjouissance aujourd'hui. Je sais, ce n'est pas bien de se réjouir du malheur des autres. Sa sainteté François est grippé. Il a peut-être oublié de prendre sa vaccination. Les Russes disent qu'il a la pneumonie, mais bon.
Alors, il aurait tellement aimé s'y rendre, pensez donc qu'il a fait de la défense de l'environnement un leitmotiv de son pontificat, au point d'y consacrer en 2015 son encyclique Laudato Si, loué sois-tu. Et le 4 octobre de cette année, il publie un nouveau texte intitulé Laudato Deum, louer Dieu, qui appelle les grandes puissances à abandonner les énergies fossiles. Alors, le jésuite déplore des réponses insuffisantes alors que le monde s'écroule et s'approche d'un point de rupture. La défense de la maison commune est un thème récurrent de son pontificat. Il met aussi en garde face aux opinions méprisantes et déraisonnables des climato-sceptiques. Même, dit-il, au sein de l'Église catholique. Moi, je lui conseille à ce pape de s'intéresser un peu plus à Bethléem, la maison du pain, qui concerne plus directement son pontificat, de méditer justement sur le bête, la maison, le deux aussi, la dualité, plutôt que de gloser sur le concept franc-maçon de maison commune. Puis entre nous, soit dit, qui es-tu, François, pour juger ainsi les climato-sceptiques, les bâtisseurs de murs un autre jour, tous taxés d'être de mauvais chrétiens. Fais donc avec nous, comme avec les adeptes du LGBT, pose-toi la question, qui suis-je pour les juger ? Mais alors, Nicolas, quels sont les grands enjeux de cette COP 21 28 21, oui, c'était... la 28. On en avait beaucoup parlé de la COP 21, en effet. Oui. Ça avait été vraiment le début du déferlement, il y a 7 ans. La COP 28 arrive avec un véritable déchaînement de propagande, depuis un an, tendant à terroriser les populations et leur imposant des solutions extrêmes, cherchant à leur imposer des solutions extrêmes. L'année la plus chaude jamais enregistrée, formule qui est censée résumer tout ce narratif et qui fondamentalement ne veut strictement rien dire. De ce délire très intéressé, il ressort 4 grands objectifs, dont l'un a déjà trouvé une réalisation, alléluia. Premier objectif, faire un premier bilan déjà de l'accord de Paris de 2015. Les pays de l'accord s'étaient engagés à maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous des 2 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels, voire si possible à 1,5 degré. Pour y parvenir, ils devaient s'engager sur des plans climat visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement selon les experts du GIEC. Engagement qui est globalement resté à lettre morte, il faut le savoir, 2% de baisse de gaz à effet de serre, alors qu'ils en attendaient les Khmer verts 43 et augmentation de 2,9 degrés. Deuxième objectif, gravé dans le marbre, le début de la fin des énergies fossiles. Les Français sont en pointe sur le sujet, tout particulièrement concernant le charbon, ce qui va ravir nos amis allemands, comme chacun sait. C'est dans cet objectif qu'il est question aujourd'hui de technologie de captage du CO2. Alors ne me demandez pas à quoi ça correspond, ce genre d'entreprise de charlatanerie, je n'en ai absolument aucune idée. Troisième objectif, réduire drastiquement les émissions de méthane. Première visée, l'agriculture, les émissions de fermentation digestive, bovine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc autant dire tout de suite qu'il ne faudra plus bouffer ou éventuellement des insectes. Peut-être que les pênes-mouches ne font pas autant courir de grands risques à l'humanité. Quatrième objectif, donc déjà réalisé, rendre le fonds pertes et dommages opérationnel. Les pays se sont mis d'accord sur le principe d'un fonds destiné à compenser les pertes subies par les pays les plus vulnérables face aux désastres climatiques comme les inondations, les sécheresses ou la montée des eaux. À terme, cela se comptera par centaines de milliards pour quelque chose qui n'est probablement pas de la responsabilité de l'activité humaine. Une belle manne en perspective pour les dictatures du tiers-monde en tous les cas. Enfin, rassurons-nous, pour l'instant, les promesses de dons ne sont que de quelques centaines de millions d'euros. L'important est que nos mondialistes puissent avoir l'alibi de la juste répartition des richesses, la lutte contre les inégalités, vous savez, le bras ouvert, le bon cœur pour les misérables de ce monde. Puis de toute façon, ce sont les États qui vont payer, donc c'est pas un problème. Mais à combien est estimé, Nicolas, le coût du changement climatique sur nos économies pour que cette affaire soit présentée comme une terrible catastrophe mondiale ? Là, c'est nos limites. Je suis désolé de l'anglicisme. Des centaines de milliards, non. Des milliers de milliards, au moins. Je dirais même plus, c'est la surenchère. On peut absolument dire ce que l'on veut, sachant que de toute façon, ce seront les chiffres les plus alarmistes qui seront retenus. On a même inventé des indicateurs pondérés en fonction de la population. C'est un peu comme la chaleur ressentie, dont on avait parlé la semaine dernière. Énorme ressenti, mais réalité plutôt quelconque. On passe du simple au triple, quand même. En réalité, ce qui va coûter extraordinairement cher à nos sociétés ne sont pas les effets du réchauffement climatique anthropique, mais les effets de cette croyance. Et dans ce domaine, la France de Macron ne laisse pas sa part au chat, croyez-moi. On n'en fait jamais assez. Dernier délire en date macronesque, les éoliennes offshore. Un appel d'offres est prévu en 2025 pour aboutir 10 ans plus tard à fournir en électricité 10 millions de foyers en France. Alors, on attend de voir. L'objectif est d'atteindre 45 gigawattheures en 2050, ce qui fera de l'éolien en mer la deuxième source de production d'électricité après le nucléaire. Mais est-ce que tous nos partenaires économiques ont perdu la tête comme la France de Macron ?
Ben non, nos partenaires occidentaux ne sont pas tous écolo-friendly, hein, comme Macron. S'il revient au pouvoir dans un an, Trump stoppera la transition vers l'enfer, hein, que constitue le passage à la voiture électrique. L'ancien président entend supprimer les réglementations sur l'énergie propre, étendre les forages pour maximiser le recours aux combustibles fossiles et vider de sa substance la loi historique sur le climat de Joe Biden. Donald Trump décrit la loi IRA en faveur des énergies vertes comme la plus grande hausse d'impôts de l'histoire et il accuse son successeur d'avoir augmenté le prix de l'essence et compromis l'indépendance énergétique des États-Unis. Alors le Trump argentin, dont on a parlé la semaine dernière, Javier Milei, élu le 19 novembre en Argentine, est tout aussi acharné contre la transition verte. Le réchauffement climatique est un mensonge, affirmait-il en 2021, précisant en octobre dernier que toutes ces politiques qui accusent l'homme d'être responsable du changement climatique sont bidons. Aux Pays-Bas, le vainqueur des élections législatives, le populiste Geert Wilders, est un climato-sceptique affiché. En Allemagne, où la coalition se fissure sur les sujets environnementaux, il y a eu un retour en arrière sur l'interdiction, par exemple, des chaudières à mazout et le renforcement de l'efficacité énergétique des bâtiments. Le gouvernement a aussi décalé d'1 an la mise en veille de ces centrales au lignite. Début novembre, Christian Lindner, le ministre des Finances du Parti libéral, a jugé irréaliste l'objectif d'une sortie de charbon en 2030, prévu dans l'accord de coalition. En Suède aussi, la coalition de droite au pouvoir depuis 1 an a baissé la taxe sur les hydrocarbures. La trajectoire de baisse des émissions de CO2 continue depuis 20 ans, s'est inversée. Même en Suède, vous vous rendez compte. Autre cas emblématique, Sunak, l'anglais, Premier ministre britannique, voilà, le 20 septembre, différait de 5 ans l'arrêt de la vente des voitures thermiques. Le locataire du 10 Downing Street veut aussi donner un coup d'accélérateur à l'exploration pétrolière en mer du Nord. Tout se complique. Existe-t-il des contre-feux politiques à cette idéologie verte devenue complètement folle ? Écoute, on verra, mais la conscience de la catastrophe à venir est aiguë. Écoutons par exemple Nicolas Bavrez dans le Figaro à ce sujet. Tout à sa volonté de s'affirmer comme le leader planétaire de la transition écologique, l'Union européenne a basculé dans la déraison, faisant du Green Deal une machine infernale. Sur le plan économique, il enferme l'Europe dans un malthusianisme ruineux et organise la délocalisation de l'industrie, des capitaux et des emplois qualifiés vers les États-Unis, alors même que le PIB de l'Union ne représente plus que 65% de celui de l'Amérique, contre 91% il y a 10 ans. Sur le plan commercial, il équivaut à un Buy China Act, dès lors que Pékin s'est construit à grand renfort de subventions et de dumping, un quasi-monopole dans les énergies renouvelables, les batteries et les véhicules électriques. Sur le plan social, il fait exploser les inégalités et entraîne le basculement d'une partie importante de la classe moyenne dans la précarité et la pauvreté. Sur le plan stratégique, à travers le projet de taxonomie et sous l'influence d'ONG soutenues par les empires autoritaires, il affaiblit l'industrie européenne de la défense au moment où le continent se retrouve sous la menace existentielle de la Russie. Et sur le plan politique, il fragilise la démocratie et fait la fortune de l'extrême droite. Sur le plan environnemental, enfin, il est inefficace car la baisse des émissions en Europe est plus que compensée par les ouvertures en cascade des centrales de charbon en Chine et en Inde. Donc les tenants du Green Deal sont prêts à utiliser n'importe quel argument à l'appui de leur thèse. C'est ça. Hein. La dernière blague en date, c'est l'envolée du prix du kilo de pommes de terre. Hein. C'est de la faute, paraît-il, du réchauffement climatique, de la sécheresse, hein, évidemment. La pire récolte depuis 30 ans, toujours à chercher des records. La réalité serait plutôt l'augmentation des coûts de production, dont le fuel pour les machines agricoles et la politique de marge des distributeurs. Résultat quand même, qui lui ne sera pas neutre, la pomme de terre française, la meilleure qui soit, risque de partir sur les marchés étrangers. Nos petites poupées, comme les appellent les Américains, vont nourrir des palais délicats, où la politique de prix des distributeurs sera jugée moins vorace. Encore une fois, il a bon dos le réchauffement climatique. On peut se demander si finalement... Moi, je me pose la question, est-ce que la délinquance en France, ça ne serait pas aussi à cause du réchauffement climatique ? Mais bien évidemment. Puisqu'on a bien appris notre leçon là, hein. L'immigration n'a rien à voir avec la délinquance, pas d'amalgame. Mais l'immigration sauvage est liée au réchauffement climatique. Ça aussi, c'est bien compris. Donc je pense que le réchauffement climatique provoque certainement des sortes d'insolation, des bouffées de chaleur qui entraînent probablement l'actuelle surdélinquance. Je vous le rappelle aussi, chers auditeurs, qui n'est qu'un ressenti, pas une réalité. Circuler, il n'y a rien à voir. Et n'ayez donc pas peur, bon sang.
Alors, un petit mot d'introduction sur le sujet de Crépol. Nous aussi, on va pas se crêper le chignon comme Mike Borowski tout à l'heure et son invité dans le livre au journal des controverses, mais sur Crépol, déjà un petit mot d'introduction sur ce dossier qui s'annonce à nouveau très chargé cette semaine, où il sera question de Saint-Roman-sur-Isère, que j'aimerais comme antidote à la barbarie ambiante. Je parle pour ma part de barbarie et pas de sauvagerie, au sens où les sauvages ne savent pas ce qu'ils font, contrairement aux barbares élevés souvent en France, passés par l'éducation nationale, et dont les actes de barbarie prémédités manifestent la haine et le ressentiment pour la société d'accueil. Alors, on pense que l'origine du nom de Roman, avec Romans-sur-Isère, repose sur l'existence d'une riche veuve nommée Romana, qui aurait fait don des terres sur lesquelles l'archevêque Barnard, rien à voir avec Bernard, fonda son abbaye bénédictine en l'an 838 sur les bords de l'Isère. Nous parlons de Saint Barnard de Romans à l'époque de Charlemagne. Alors voilà, il me semblait intéressant de faire ce rappel sur l'origine de cette terre de la Drôme, chrétienne et romaine depuis toujours. Alors, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a enfin fait le déplacement à Crépol le 26 novembre, 9 jours après le meurtre de Thomas. À sa sortie de la mairie, il a lu un texte. Je le cite, « C'est à la justice de rendre justice, pas aux Français eux-mêmes. » Je croyais qu'en France, la justice était rendue au nom du peuple français. Oui, on sait bien que c'est la justice, à la justice de juger et à l'État d'assurer la sécurité et la sûreté des citoyens, sauf qu'ils ne le font pas. Donc, Olivier Véran relate Le Figaro dans sa rubrique Faits divers, ils sont comme les autres, Le Figaro assure « Ce qui a coûté la vie à Thomas, ce n'est ni un fait divers, ni une rixe, il y a un risque de basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur. » C'est mal parti. Le proviseur du lycée où était scolarisé Thomas nous explique. Thomas était un adolescent agréable, apprécié de ses camarades et de ses professeurs. Toujours souriant, il aimait la pêche, le rugby et faire la fête. Il était ce qu'on appelle un bon vivant, il aimait ardemment vivre. Son décès est une tragédie, et d'ajouter surtout que la mixité et la diversité étaient positives dans son établissement et que tous les élèves de tous les profils et d'origines diverses étaient tous solidaires. Il n'y a pas de problème en fait. Alors, le préfet de la Drôme parle d'invasion du quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère par une horde d'individus d'extrême droite venus réclamer justice pour Thomas. Il est là alors le risque du basculement ? Oui, enfin là, puisqu'on vous dit que nous vivons une diversité heureuse, vous écoutez un peu là ? Les méchants qui expliquent l'avenue de Véran, ce n'est pas ceux qui ont tué Thomas, c'est la meute d'envahisseurs d'extrême droite qui aurait cherché à agresser les pauvres habitants de la cité de la Monnaie, histoire de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Je sais qu'elle est facile. Le mal, toute la gauche réunie l'explique, Sandrine Rousseau en tête, ce sont les remugles des ratonnades auxquelles auraient voulu se livrer les militants d'extrême droite. Alors c'est tout de même savoureux cette histoire d'invasion, ou devrais-je dire d'envahissement. Lorsque l'on parle d'invasion migratoire, c'est directement la 17e chambre correctionnelle, mais quand c'est l'ultra-droite, pas de problème. Il est acté le séparatisme, je pense. À l'origine, le slogan était pour l'accueil des immigrés, vous êtes chez nous comme chez vous. Maintenant, c'est clairement, ils sont chez eux, mais plus vous. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Justement, en matière de la justice, la main a été très lourde vis-à-vis des jeunes manifestants de Romans-sur-Isère, taxés d'ultra-droite par la presse bien pensante. 6 personnes ont été condamnées à des peines de 6 à 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour avoir participé samedi 25 novembre à une manifestation à Romans-sur-Isère liée à la mort de Thomas. Ils ont tous été condamnés pour, je cite, participation à un groupement formé en vue de la préparation des violences ou de dégradation. Quand on vient avec des bâtons, on ne vient pas pour défendre une cause, mais pour attaquer, a asséné la procureure. Les juges, comme la procureure, leur ont rappelé qu'un autre rassemblement apolitique, cette fois-ci à l'appel de la famille, a réuni plus de 6000 personnes quelques jours plus tôt. Ça s'appelle une marche blanche, pas une marche noire. On ne vient pas habillé de noir avec des bonnets, des têtes de mort et des bâtons, a taclé la procureure. Mandat de dépôt pour casier judiciaire vide. Déjà, ça interroge dans un pays où les multirécidivistes sont rois. Ensuite, le bon sens devrait nous commander de se poser la question de savoir ce qu'ils ont pu faire pour prendre une sanction aussi lourde, avec maintien en détention pour des primo-délinquants. Alors, plusieurs mis en examen pour crimes en bande organisée à la suite de l'assassinat de Thomas sont eux soumis à un simple contrôle judiciaire et restent en liberté. Le trouble à l'ordre public ne semble pas avoir été retenu les concernant, malgré la gravité des faits, contrairement par exemple au policier qui a neutralisé, je dis neutralisé car c'est à la mode actuellement en Israël, on a neutralisé le terroriste du Hamas, pas on a supprimé la vie d'eux. Donc voilà, le policier neutralisé la vie du petit ange Naël. Alors,
qu'ont-ils fait ces individus d'ultra-droite qui n'ont pas droit au statut de jeunes, contrairement aux assassins de Thomas? C'est écrit dans les attendus du procureur, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences. En vue de. Préparation de. Ce qui est de l'ordre donc de la spéculation judiciaire. Pré-crime. Jugé en 24 heures. C'est rapide. Et on nous explique que pour le crime raciste contre Thomas, malgré les nombreux témoignages, il faut prendre son temps. Ne jugeons pas trop hâtivement. En réalité, ils n'ont commis aucun crime, ces jeunes d'extrême droite, aucune infraction autre qu'être taxés, catégorisés, classifiés à l'extrême droite. Et à part ça, c'est pas une justice politique. Mais alors, comment s'est déroulée exactement cette manifestation ? Le moins que l'on puisse dire est que ceci n'a pas vraiment ressemblé à une ratonnade comme cela a pu être suggéré, comme si d'ailleurs il était acquis qu'il n'y avait que des étrangers dans le quartier de la Monnaie. On voit que les antiracistes sont bien les premiers des racistes à généraliser la population d'un quartier. Alors, arriver pour manifester est étrangement attendu. Nos policiers sont plus efficaces que le Mossad israélien à Gaza ou la CIA à New York, un certain 11 septembre. Ces milieux d'extrême droite sont totalement infiltrés par les services, il faut le savoir, et pas à l'abri de provocations. Ils ont été immédiatement interceptés, tabassés et enfin dispersés, donc isolés par les forces de l'ordre, parce qu'il a permis à la racaille protégée sur place d'agresser un manifestant, laissé pour mort, humilié, tabassé, dénudé dans une cage d'escalier, voiture brûlée. Il semblerait même, selon un rapport de police, qu'ils aient cherché à le brûler vif. Un scénario à la Daesh. Aucune enquête n'est en cours pour le seul fait de délinquance avérée ce soir-là. La CRS 8 a fait honneur, elle, samedi 25 novembre, au soir dans les quartiers de Saint-Romain-sur-Isère, à ses glorieux aînés. Je n'ai pas besoin de préciser lesquels, chers auditeurs, je vous ai assez dit pour conclure par vous-même. Et n'oubliez pas, si boire de la Châteldon vous défrise, car c'est l'eau préférée de Laval, alors buvez de l'eau de Vichy. Et justement, concernant la justice, faut-il retenir le caractère raciste du meurtre de Thomas ? C'est ce que voudrait le bon sens et la famille. Pas moins de 9 témoignages sur la volonté de planter du blanc, mais voici qu'il faut être très prudent. On ne sait pas, nous expliquent les médias de connivence. Laissons la justice faire son travail et éventuellement libérer des criminels. C'est tout l'inverse, donc, des manifestants d'ultra-droite jugés avant toute enquête et condamnés sans faute réelle et sérieuse. Ayez confiance dans la justice de votre pays, vous dit-on. Mais comment se sont comportés la classe politique et les médias jusqu'à présent dans cette histoire ? Alors le maire d'hiver droite de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, a déclaré qu'une poignée de jeunes pose des difficultés depuis des années. Elle parle même de problèmes psychiatriques. Bon, ça c'est le narratif officiel, rien de nouveau. Alors sentant tout de même la pression populaire, elle a cherché à se ressaisir. Ne pas communiquer, dit-elle, les prénoms des criminels était indécent. Mal lui en a pris, on la menace maintenant anonymement de lui couper la tête et de jongler avec, comme c'est étonnant. La classe politique suit dans son ensemble avec une minute de silence mardi après-midi à l'Assemblée nationale. Alors, pas Dupond-Moretti, qui fait du Dupond-Moretti à l'Assemblée contre le Rassemblement national. Vous voulez opposer la France rurale et tranquille, catholique et blanche à la France des cités, des Mohamed, des Mouloud et des Rachid, lâche-t-il, dans une longue tirade en référence à la multiplication des rassemblements de l'ultra-droite. Il renchérit. Pour être crédible, faites le ménage, chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites qui sont planqués dans vos officines. Darmanin fait lui aussi du Darmanin. Alors, on a beaucoup ri avec Darmanin cette semaine. Alors déjà, l'évocation du nom Charles Martel est une source d'angoisse. Il confond probablement avec la division Charlemagne et la division Charles Martel. Ce dernier ayant juste commis le crime d'arrêter, paraît-il, les Arabes à Poitiers, selon l'historiographie traditionnelle, probablement susceptible d'un révisionnisme woke. Alors, pour répondre au meurtre de Thomas, la solution est toute trouvée pour Darmanin, dissoudre les groupuscules d'extrême droite. Et Laurent Nunez, préfet de Paris, sans état d'âme, interdit une manifestation des identitaires vendredi à Paris. La justice lui a donné tort et finalement la manifestation a pu avoir lieu. Le clou du spectacle, alors nous fut offert quand même par Gérald Darmanin et Éric Zemmour. Le premier mis en cause par le second relance la guerre des prénoms. Gérald est fier d'avoir comme second prénom Moussa. Le second lui demande d'arrêter de pleurnicher et de se poser en victime. Il lui a juste reproché sa lâcheté dans son refus de communiquer le nom des assaillants qui ont provoqué la mort de Thomas.
Alors, Gérald n'est pas Alain, qui n'aimait pas qu'on l'appelle Ali, rappelez-vous Ali Juppé, contrairement donc à Moussa, qui revendique sa parenté avec Moussa, c'est Moshe, c'est Moïse en culture chrétienne. Moshe d'ailleurs, inversement, c'est le Shem, Hachem, le nom justement en hébreu. Alors, l'imagination au pouvoir, enfin. Madame Vera Masson, une romanesque directrice de recherche au CNRS, compare l'affaire au drame de Shakespeare, Roméo et Juliette. On devrait dire la nouvelle version Thomas et Fatima avec l'argent de nos impôts. Quand on aime, on ne compte pas. Il faut être moderne, Lara. Regardez, c'est comme Tristan et Iseut, on devrait rebaptiser ça Moussa et Cerise. On a parlé aussi de la guerre des boutons pour expliquer le meurtre. Oui, Patrick Cohen devrait en prendre de la graine en expliquant ce drame par une banale histoire de drague qui a mal tourné au bal du samedi soir. Un peu de romantisme, que diable. Vous savez, le logiciel de ces bien-pensants, ce qui les trahit, c'est le film Dupont-Lajoie, rappelez-vous, sorti en 1974 comme Giscard. Cette idée que ces beaufs de Français sont toujours les coupables, racistes, violeurs et meurtriers. Et l'Algérien, l'éternelle victime émissaire. C'est pareil pour eux à Crépol. Les amis de Thomas, rugbyman, dansant au bal le samedi soir, sont les véritables coupables. C'est quasiment ontologique chez ces esprits pour le moins dérangés. Mais finalement, la genèse de l'affaire, c'est le Dauphiné libéré. La presse quotidienne régionale qui lâche le morceau et prend à revers toutes ses consoeurs bien pensantes qui ramènent depuis pour rétablir le narratif officiel. C'est tout à fait cela, Lara. Je ne saurais pas mieux dire. Un véritable accident industriel pour le système, cette affaire de Crépol. Et il y a eu des précédents pourtant. Oui, alors par exemple, en janvier dernier, dans l'Essonne, 15 blessés étaient à déplorer lors d'une fête d'anniversaire à laquelle se sont incrustés une trentaine de jeunes venus agresser les convives. On est une bande de jeunes, on se fend la gueule. Témoignage, Julien, qui fêtait ses 40 ans, raconte « Tout se passait très bien, un premier groupe est arrivé, on a essayé de désamorcer la situation, un n'arrêtait pas de dire « On veut rentrer », ils ont commencé à nous insulter. Soudainement, ce mineur envoie une droite au frère de Julien. J'ai pris le deuxième coup de poing, avoue-t-il, et tout le groupe a couru vers nous pour nous agresser. Les convives de tous âges ne sont pas épargnés, certains d'entre eux sont traînés au sol pour être isolés et frappés, tandis que les enfants se réfugient dans les toilettes pour s'y enfermer, les adultes font barrage. Ils ont tapé sur tous ceux qu'ils pouvaient. Notre obsession, c'est qu'ils ne rentrent pas dans la salle. C'était l'effroi, on s'est fait massacrer, c'était pas une bagarre, on s'est juste fait agresser. Se remémore Julien. Alors je vous passerai dernièrement l'égorgement d'une mariée le jour de son mariage. Des faits divers, toujours et encore, bien évidemment. Et pendant ce temps-là, on tue toujours. Rue de l'Enfant Jésus à Pau, à quelques dizaines de mètres de l'église Notre-Dame, un homme de 86 ans est décédé d'une hémorragie cérébrale à son domicile dans la nuit de samedi à dimanche, certainement en lien avec les violences subies, je mets entre guillemets, lors de son cambriolage. Un jeune homme de 17 ans a été mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort et placé en détention provisoire après le décès d'un octogénaire roué de coups à son domicile. Samedi à Pau, a-t-on appris lundi 27 novembre auprès du parquet. Ouais. Vous voyez, j'ai quelques mots de conclusion, je pense, sur ce sujet qui a agité la France. Tout d'abord, pour déplorer qu'aucune leçon, à mon avis, ne sera tirée de la mort tragique de Thomas, de l'hyperviolence qui s'est déchaînée à Crépol il y a 2 semaines maintenant. Une information chasse l'autre aujourd'hui sur les chaînes d'infos en continu, sur les réseaux sociaux, et la disparition de cette actualité marquera pour moi la 2e mort du jeune Thomas, qui retombera dans l'indifférence générale. C'est peut-être cela le pire qui marque à coup sûr notre actuelle déchéance collective et nationale. Alors j'ai pris aussi le parti dans cette revue de presse de ne pas parler du Moyen-Orient, parce que le déchaînement de la propagande de l'hystérie émotionnelle dans les 2 camps jusqu'en France ne permet pas de penser, je trouve, et d'informer sereinement. S'il est un domaine où il faut aujourd'hui rester prudent et laisser le temps décanter les choses, malgré l'urgence de la guerre, et nous révéler les véritables intentions des uns et des autres, c'est bien dans ce dossier israélo-palestinien. Je souhaite en revanche faire une mise en perspective de cette affaire de Crépol avec la façon dont les médias traitent de la guerre au Moyen-Orient. Ce qui est à l'œuvre aujourd'hui a été théorisé par un certain Gregory Bateson, le père de Double Bind, la double injonction contradictoire, une situation où vous êtes damné si vous le faites et damné si vous ne le faites pas, ce qui provoque immanquablement la psychose chez le plus grand nombre et un effort surhumain de créativité pour quelques autres. Ce qui fait la différence, c'est la capacité ou non à identifier et dépasser la contrainte de manière appropriée.
Ainsi est-il accordé aux Israéliens face à une agression islamique le droit de se venger au-delà même de la loi du talion, tandis qu'il est impossible de crier un peu trop fort en France le droit à la justice pour l'un des siens. Islamophilie en France, islamophobie en Israël, marche sur Gaza dans un cas de figure, marche blanche dans l'autre cas. Le comportement d'extrême droite qui est plébiscité chez le gouvernement israélien est totalement proscrit en France par les opposants au régime. Paris suite mais pas fin. Alors Nicolas, Paris ville lumière ou ville ténèbres? Dernières actualités? On s'en lasse pas. En matière de délinquance, véritable joyau patrimonial, le quartier du Champ de Mars et de la Tour Eiffel est aujourd'hui méconnaissable et sous les feux de l'actualité. À la faveur de la crise sanitaire, il s'est mu en zone de non-droit où les délinquants, les trafiquants et les vendeurs illégaux imposent leurs lois aux dépens des touristes et des riverains. Alors récemment, les plaintes de touristes victimes de viols ou d'agressions sexuelles se sont multipliées, les pickpockets pullulent et agissent au grand jour. Les vendeurs à la sauvette ne prennent guère la peine de se cacher. Et les vélos taxis clandestins, dont les conducteurs sont parfois très avinés, ont pignon sur rue. Et les transports parisiens, le grand cheval de bataille de la mairie de Paris à l'approche des JO? Alors dans une interview au Parisien, le préfet de police de Paris, toujours l'ineffable Laurent Nunez, détaille le dispositif qui s'appliquera aux véhicules motorisés. Des dérogations seront obligatoires pour circuler dans certaines zones à Paris. Concrètement, des périmètres de restriction de circulation ont été établis autour des zones de compétition. Ces restrictions ne concerneront que les véhicules motorisés, bien sûr, 2 ou 4 roues. Des dérogations seront accordées aux personnes habilitées. En novembre, le ministre des Transports Clément Beaune avouait que les plans de circulation durant le JO seraient hardcore, c'est dire. Au plus près des sites olympiques, des zones rouges où la circulation sera interdite, sauf dérogations pourront être mises en place. La préfecture justifie cette mesure drastique en raison du flux piétonnier important et des risques d'attaque à la voiture bélier ou de perturbations. Ces zones se situent par exemple au niveau du Parc des Princes, du village des athlètes à Saint-Denis ou encore de l'Accor Arena. Les détenteurs d'une dérogation auront un QR code à présenter le retour. lors des contrôles pour les périmètres rouges, bien sûr. Les personnes oscillent au pass sanitaire durant la crise Covid et craignant sa prochaine généralisation pour un prétexte ou pour un autre sont de dangereux complotistes. Vous savez qu'Anne Hidalgo va quitter Twitter, devenu X, devenu selon elle un vaste égout mondial. Un vaste égout mondial. Le vaste égout mondial, c'est ce qu'elle a fait de la ville de Paris. D'ailleurs, nombre de Parisiens ont décidé de quitter Paris, selon le Parisien, aux alentours des dates des Jeux Olympiques. Ce n'est pas définitif, contrairement, paraît-il, à de plus en plus d'Allemands qui quittent volontairement, il faut bien l'admettre, leur pays depuis les règles imposées durant la crise sanitaire. Qui parle de guerre civile, franchement? Les mondialistes vont finir par gagner la guerre par forfait de l'adversaire. Quelques nouvelles de Vladimir Poutine? Il paraît qu'il relance sa croisade conservatrice selon le Figaro. C'est étrange ce que vous me dites, que ça sonne comme un reproche chez ce journal qui était pourtant considéré comme conservateur. Une croisade conservatrice. Diantre, il n'est pas muslim-friendly pour le coup, Poutine. Les croisades, encore un des épisodes les plus sombres de notre histoire. Alors le 17 novembre, le ministre de la Justice déclenchait une action pour reconnaître comme organisation extrémiste et à ce titre interdite en Russie, le mouvement social international LGBT. Si le mouvement LGBT est désigné comme extrémiste, il rejoindra plus de 100 groupes déjà bannis de Russie. Quelle horreur! On parle de répression, de panique dans les milieux LGBT. On a envie de leur conseiller de quitter la Russie, comme le font par ailleurs de plus en plus de patriotes. Pourtant, chez eux, eh oui... Poutine conservateur reste quand même l'ennemi public numéro 1. Ah, évidemment, le chef du renseignement ukrainien visé après l'empoisonnement de sa femme. Encore un coup de Poutine, c'est comme Skripal. Plus probablement un règlement de compte entre Ukrainiens. Réponse du berger à la bergère après l'attentat visant le bras droit du chef d'état-major ukrainien, Valéry Zaloujny, en Ukraine. Ça ne va pas fort, il faut dire. La Russie avance sur tous les fronts et Orban vient de mettre son veto à l'intégration dans l'UE. Alors les Russes ont bon dos de toute manière. Je me demande s'ils n'auraient pas une responsabilité aggravée dans le réchauffement climatique. On peut parler un peu d'Henry Kissinger? Si vous voulez, Lara. Alors, quelques citations. Être ennemi des États-Unis est dangereux, mais être l'ami est mortel.
L'annonce faite à un dignitaire israélien, c'était qui? Vous ne vous rappelez pas, non? C'était Golda Meir, non? Voilà. Je suis d'abord américain, ensuite secrétaire d'État et seulement après juif. Il lui répond « Tant mieux, car chez nous, on lit de droite à gauche. » Bon, je pourrais faire une bio du regretté Henry Kissinger, mais nous aurons tout à l'heure, dans le grand angle, Pierre-Antoine Plaquevent, qui reviendra sur ce sujet. Donc on va passer au sujet suivant, si vous voulez bien. On parle de plus en plus de risques de censure sur les réseaux sociaux. Oui, alors c'est le dossier CTIL. Nombreux sont ceux qui affirment que les gouvernements ne sont pas impliqués dans la censure, mais c'est pourtant le cas. Aujourd'hui, un dénonciateur vient de présenter une nouvelle série de documents explosifs dont l'ampleur et l'importance rivalisent avec celle des dossiers Twitter et Facebook, voire les dépassent. Les entrepreneurs militaires américains et britanniques ont créé un vaste plan de censure mondiale en 2018, selon de nouveaux documents. Un lanceur d'alerte met à la disposition du public une foule de nouveaux documents montrant la naissance du complexe industriel de la censure en réaction, évidemment, au Brexit et à Trump, à l'élection de Trump. Des volontaires et des anciens agents du gouvernement Bloomberg, le Washington Post et d'autres ont publié des articles crédules au printemps 2020, affirmant que la CTI League était simplement un groupe d'experts bénévoles en cybersécurité. L'un de ses fondateurs, un ancien agent de renseignement israélien. C'est à suivre. Et Elon Musk, alors, avec Twitter, n'est-ce pas le sauveur tant attendu par les défenseurs de la liberté d'expression ? Oui, beaucoup avaient le même engouement avec Bolloré. Résultat des courses à la présidentielle, Zemmour, combien de pourcents ? Alors Elon Musk ose tout, y compris insulter des annonceurs publicitaires qui boycottent le réseau social dont il est propriétaire depuis qu'il a publié des propos perçus comme antisémites. Il est accusé de valider sur X un complot antisémite selon lequel les Juifs encourageraient la haine dialectique des Blancs et chercheraient à inonder l'Occident de hordes de minorités. Ah bon. Et si quelqu'un veut essayer de me faire chanter avec la publicité, me faire chanter avec le biais de l'argent, nous dit Musk, allez vous faire foutre. Devant la stupeur du public, après quelques secondes de silence, il répète, allez vous faire foutre, c'est clair. Ne répétez pas vous ici. J'espère que oui. Si le boycott publicitaire se poursuit, ça va tuer l'entreprise, admet Musk, mais ajoute-t-il, le public comprendra que ce sont les annonceurs qui ont tué X. Alors la démarche du richissime perturbateur s'inscrit dans un combat contre ce qu'il juge être le conformisme woke et la pensée unique, qui écrase à ses yeux le monde des médias et de la politique pour les libertariens comme pour la droite américaine. Apple et Disney figurent parmi les plus puissantes entreprises américaines structurant cet univers politiquement correct. Alors, une rumeur court la sphère complotiste. Il ne sera bientôt plus possible de critiquer les vaccins en France ? Et si les commentaires anti-vax, ou tout du moins sceptiques sur les vertus de la vaccination qui fleurissent sur les réseaux sociaux devenaient bientôt passibles d'une amende ou d'une peine de prison. L'information est en tout cas très relayée par les opposants à la vaccination anti-Covid depuis quelques jours. Comme ici sur Twitter, le gouvernement songerait à interdire les critiques avancées contre les vaccins et notamment les vaccins anti-Covid qui subissent la défiance d'une frange de la population depuis leur mise sur le marché. Ce qui n'est pas faux. Le texte en particulier est visé par la sphère anti-vax, un projet de loi contre les dérives sectaires préparé par le ministre de l'Intérieur et examiné au Sénat depuis le 15 novembre. Et c'est un article en particulier qui inquiète les opposants à la vaccination, c'est l'article 4 du projet, qui dispose qui est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende la provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical, thérapeutique ou prophylactique lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées, alors qu'il est en l'état des connaissances médicales manifestement susceptible d'entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique. Alors le gouvernement relativise sans convaincre, considérant qu'il n'est pas question des problèmes liés à la vaccination. Ils veulent pointer du doigt le sujet des sectes, des gourous. Alors, c'est quand même étrangement justement ce que la presse reproche sans preuve et avec beaucoup de mauvaise foi, sauf qu'à isoler aux antivax, le côté sectaire. Alors pour Jean-Paul Marcus, professeur de droit public et membre du collectif des surligneurs, cette disposition risque toutefois d'être déclarée inconstitutionnelle.
Il dit, si j'en crois le Conseil constitutionnel sur ce sujet, c'est une atteinte à la liberté d'expression protégée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous avez le droit de critiquer les vaccins, sauf quand vous êtes médecin et qu'ils ont été prouvés comme efficaces. Alors le Conseil d'État semble sur la même ligne. On va quand même suivre le dossier. Mais le gouvernement reste plein de sollicitudes en matière de taxes pour protéger notre santé. Bien évidemment, la hausse des prix du tabac est bien la mesure la plus efficace contre le tabac, selon l'OMS et toutes les études indépendantes sur le sujet, a déclaré dans la presse Aurélien Rousseau lors de la présentation du programme national de lutte contre le tabagisme. Ce programme a pour objectif de bâtir la première génération sans tabac à l'horizon 2032 en France, comme s'y est engagé Emmanuel Macron. Pour atteindre cet objectif, il s'appuie sur 2 piliers principaux, c'est comme les francs-maçons, le renforcement de la fiscalité et les interdictions entourant le tabac. Alors, en plein délire de surveiller et punir, Rousseau ajoute « Et les espaces sans tabac vont être généralisés ». Tenez-vous bien, à toutes les plages, à tous les parcs publics, à toutes les forêts. Vous ne pourrez plus fumer en forêt. C'est un petit clin d'œil à notre ami Olivier Tournafond. Et même aux abords de certains lieux publics, notamment les établissements scolaires. Donc non seulement on ne peut pas fumer évidemment dans les établissements scolaires, mais on ne pourra plus fumer aux abords. Et ça, c'est toujours Rousseau qui le dit. Le sans-tabac sera désormais la norme. Les espaces sans tabac, qui sont déjà plus de 7200 à travers plus de 73 départements, sont avant tout le résultat, dit-il, d'un mouvement impulsé localement par les communes. Nous renversons aujourd'hui la responsabilité et fixons ce principe qui devient la règle. Vous vous rendez compte, 7200 interdictions anti-tabac. La rage vengeresse de ces dingues est vraiment sans limite. Alors, mes chers auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette revue de presse, me dit-on, qui est à rallonge, malheureusement, et on ne peut jamais tout dire. Mais je sais que Lara voulait rajouter quelque chose. Je l'avais. C'est vrai que je reproche au gouvernement la censure. Alors, je ne vais pas moi-même me mettre à censurer. Mon assistante. Alors, on vous écoute encore 30 secondes. Alors, c'est une loi révisionniste donc qui a été tentée d'être votée au Parlement d'Écosse. Une loi qui était proposée par une députée écossaise, Nathalie Don, grande défenseur des droits des femmes, pour réhabiliter les femmes sorcières jugées et condamnées entre 16e et 18e siècle. La loi n'a pas pu être votée car la députée a été nommée ministre le jour du vote et le Parlement, dans ce cas-là, retire le texte à son initiative. Quelle tristesse ce monde, pauvre sorcière, toujours pas réhabilitée. Mais je suis sûre que le vote aurait ramené à la vie ces vraies sorcières. Certainement, Lara. Allez, on passe à un petit bobino, je crois. 5,50 € pour Radio Courtoisie de la part d'Alexandra. J'espère que Radio Courtoisie vivra encore longtemps. Je donne un petit don, mais aussi beaucoup de soutien. Bonne chance. Chers auditeurs, voici le message que j'ai reçu de la part d'Alexandra, 10 ans, qui a pris 5,50 € de sa tirelire pour aider Radio Courtoisie. En ce mois de décembre décisif, où nous devons réunir 200 000 € pour finir l'année à l'équilibre, nous avons besoin du soutien de chacun. Si vous n'avez pas encore donné cette année, s'il vous plaît, faites comme Alexandra et comme elle, soutenez votre radio le plus généreusement possible. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque à l'ordre de Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Eh bien voilà, c'était donc la cloche de Wall Street qui, non pas clôture, mais débute à la hausse. C'est donc l'heure de la chronique financière. Nous avons cette semaine Andy Bussaglia. Bonjour Andy. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Voilà, je rappelle qu'Andy Bussaglia est gestionnaire de fortune et de patrimoine. Il conseille ses clients en gestion de patrimoine, en allocation d'actifs. Il décrypte et commente l'évolution des marchés financiers qu'il observe à l'aune des politiques monétaires modernes et de manière totalement indépendante. C'est important de le dire. Il met en lumière des pistes d'investissement et des stratégies bénéficiant de l'évolution du contexte économique, financier, politique, monétaire.
Alors, puisque dans ces premières émissions, mon cher Andy, nous essayons un petit peu de balayer les idées préconçues, qui sont parfois d'ailleurs de très mauvaises idées, pourquoi ne pas nous parler aujourd'hui, dans ce livre-journal de géopolitique profonde, des marchés obligataires? Moi, lorsque j'entends parler des marchés obligataires, on me dit voilà de bons placements en bon père de famille. Si tu ne veux prendre aucun risque, investis donc dans le marché obligataire. Est-ce que c'est toujours vrai, cela, Andy? Ah, c'est plus si sûr, Nicolas, c'est plus si sûr. Effectivement, j'ai fait un focus sur ce sujet dans le dernier numéro de Géopolitique Profonde, pour mettre en lumière effectivement que sur un produit d'investissement qui est censé être effectivement comporté comme un placement bon père de famille, force est de constater que sur ces dernières années et même ces derniers mois, ce n'a pas été du tout le cas. Alors peut-être que je vais peut-être commencer dans un premier temps par expliquer le fonctionnement d'une obligation et comment elle est valorisée. Pour nos auditeurs, pour vraiment revenir sur le fonctionnement, une obligation, qu'est-ce que c'est? Une obligation, c'est en fait, je fais un prêt à une société ou à un État, je touche des coupons au fil du temps, qui sont en principe convenus à l'avance, et puis au terme, je retrouve mon capital. Donc c'est une sorte de placement qui permet d'obtenir une rémunération. C'est de l'argent qu'on prête, soit à des entreprises, soit à des États. Donc, on a un taux d'intérêt, il y a un coupon, et la valeur de l'obligation, elle évolue au fil du temps. C'est-à-dire qu'il y a un marché obligataire, on peut s'échanger les obligations sur les marchés financiers, et donc il faut bien que je puisse avoir une valorisation de mon obligation en continu, pour savoir combien elle vaut si je souhaite m'en séparer. Forcément, c'est vrai qu'on s'était habitué avec toute cette longue période de baisse des taux, on s'était habitué à ce que quand on achetait une obligation, par exemple à l'époque où les taux étaient à 10%, quand les taux avaient, imaginez, vous achetiez une obligation qui rémunérait 10%, vous dire la rémunération était sympathique, et puis en plus, après, si les taux avaient baissé, imaginons que les taux par la suite étaient passés à 8% pour la même obligation, ça veut dire que l'obligation que vous aviez souscrite à 10%, en fait, elle a pris de la valeur sur le marché, parce que maintenant, les nouveaux investisseurs qui peuvent acheter la même obligation à 8% seulement, vous, votre obligation qui rémunère du 10 et qui est en cours, forcément, elle vaut plus que la nouvelle obligation émise de seulement 8%. Et on comprend facilement que dans un environnement de baisse continuelle des taux comme on a pu l'avoir au cours de ces 40 dernières années, du coup, c'est extrêmement facile de gagner de l'argent sur les marchés obligataires. Vous achetez une obligation, non seulement vous avez le coupon, et en plus, on pouvait faire une plus-value si on la revendait en cours de route, parce qu'on pouvait la revendre plus cher que ce qu'on avait souscrit, par le jeu de la baisse des taux d'intérêt. Donc, vous imaginez, c'est magnifique. Et en plus, c'est vrai que quand on prête à l'État américain, par exemple, on prend l'exemple des bons du Trésor américain. On prête à l'État américain, les chances de défaut, elles sont quand même quasi nulles, donc c'est plutôt sécuritaire, il y a un bon coupon. C'est pour ça que c'était vu comme un placement bon père de famille. Le problème, comme vous le savez, c'est que la situation, ça a peu retourné. On a des taux qui sont qui étaient descendus à quasiment zéro, et on est un peu allé dans le sens inverse récemment, ces derniers mois et ces dernières années. C'est-à-dire que dans un horizon de temps assez court, les taux sont passés de quasiment 0 à 5%. Et ça change la donne. Parce que vous imaginez les gens qui avaient acheté des obligations du Trésor à 2% il y a quelques temps. La rémunération n'était pas énorme, déjà, sur le coupon prévu. Mais en plus, avec les taux qui ont remonté fortement dans un laps de temps en plus assez court, forcément, quand vous avez acheté une obligation à 2%, si entre-temps les taux passent à 5% et que les nouveaux investisseurs peuvent avoir du 5% sur les nouvelles obligations émises, forcément, votre obligation souscrite à 2%, elle a perdu de sa valeur. Donc, si vous souhaitez vous en séparer en cours de route, vous allez constater une moins-value, et même dans votre portefeuille, en fait, rien que le fait de la porter, vous avez une moins-value en portefeuille, donc ça peut être problématique.
On a d'ailleurs vu, alors pour prendre l'exemple à l'extrême, hein, je vais prendre le cas des obligations, les bons du Trésor à 30 ans américains, qui était aussi un outil vu comme bon père de famille, et en réalité, leur valeur, de par la hausse des taux, leur valeur a chuté de 50% entre le point le plus haut et le point le plus bas de ces derniers mois. Uh-huh. Donc 50%, en plus dans un horizon de temps très court. Alors, on a la radio, on peut pas mettre les graphiques, mais c'est assez impressionnant par rapport à l'historique. Hein, sur quelque chose où on est censé pas perdre d'argent. Après, vous me direz, si on tient l'obligation jusqu'à son terme, naturellement avec le temps, elle va aussi retrouver de la valeur. Donc effectivement, sur les obligations, a priori, le temps devrait plutôt être neutralisé pour retrouver la valeur nominale de l'obligation au terme. Hein. C'est-à-dire que la moins-value qu'on constate de par la hausse des taux, elle est plutôt latente. Et en fait, le fait d'attendre la fin de l'obligation, normalement, on retrouve son capital de départ. Uh-huh. Après, par rapport à ça, je vous invite à la réflexion sur un sujet qui est suivant, qui est, oui, on va retrouver la valeur de l'obligation à terme, mais déjà, est-ce que les taux, parce qu'on n'est pas à l'abri que les taux, là, on est plutôt dans une phase de stabilisation, qui dépend notamment de l'évolution de l'inflation, hein, parce que les politiques monétaires des banques centrales et la perception qu'en ont les marchés financiers, tout ça, c'est effectivement lié à l'inflation et ça va influencer les taux longs. Et on n'est pas à l'abri que les taux, dans un futur plus ou moins proche, remontent encore plus haut que les taux qu'on a déjà atteints. Bon, c'était quand même des niveaux qu'on n'avait pas vus au cours de ces dernières années. Uh-huh. Donc, si on va effectivement vers des taux plus élevés, mécaniquement, on peut avoir des pertes supérieures sur les obligations. Et bon, après, toujours pareil, en la gardant jusqu'au terme, normalement, on retrouve le capital initial. Après, il y a toute une question sur les obligations, notamment longue échéance. Oui. C'est qu'est-ce que vous retrouvez vraiment à la fin? C'est-à-dire, on vous rembourse le montant que vous aviez prêté au départ. Je pense qu'il y a, dans l'environnement qu'on connaît actuellement, une question fondamentale à se poser. C'est, oui, ok, on me rembourse de la valeur à un certain horizon de temps, mais que représentera cette valeur à ce moment-là? Parce qu'aujourd'hui, en matière d'investissement chez mon bureau patrimonial, l'idée, c'est effectivement de raisonner en pouvoir d'achat réel des sommes placées et de faire en sorte que les sommes placées conservent leur valeur en pouvoir d'achat dans le temps. Parce qu'on sait bien, les monnaies, sur les temps longs, les monnaies ont plutôt tendance à se dévaluer de manière unanime. Elles perdent leur pouvoir d'achat dans le temps. On prend le dollar d'il y a un siècle, c'est plus du tout équivalent en termes de pouvoir d'achat au dollar d'aujourd'hui. Il a perdu à peu près 97% de sa valeur. Mais bon, ça se fait sur le temps très long. Mais justement, il y a une question qui se pose aujourd'hui avec tous les excès monétaires qu'on a réalisés au cours de ces dernières années. C'est effectivement, est-ce qu'on n'est pas dans un régime d'inflation plus élevé que ce qu'on a pu connaître au cours de ces dernières années? Et du coup, est-ce que ça vaut le coup d'investir sur des placements, entre guillemets, à revenu fixe en nominal, où on est remboursé au nominal à la fin, sans réajustement par rapport à l'évolution de la valeur de la monnaie en elle-même? Et ça, à mon avis, c'est le point capital dans un environnement qui pourrait durablement être plus inflationniste. Et je ne parle même pas des scénarios extrêmes d'hyperinflation, parce qu'on n'est pas là-dedans, ou en tout cas pas encore, mais c'est qu'aujourd'hui, vous avez effectivement un changement du régime d'inflation dont il faut se préoccuper, il faut s'adapter dans les stratégies d'investissement. Et quand on raisonne en matière d'opportunités d'investissement en obligation, il faut bien prendre en compte cet aspect-là est-ce que par rapport à la durée de l'obligation, finalement, est-ce que je suis conforme par rapport à mes objectifs et quelles sont les chances quand je récupère une somme d'argent qui est conforme à ce que j'attendais au départ, notamment en termes de pouvoir d'achat réel et de faire en sorte que les sommes placées puissent préserver leur pouvoir d'achat réel dans le temps. Donc on peut se poser la question. Après, c'est clair qu'avec la remontée des taux qu'on a eu ces derniers mois, il est plus intéressant d'acheter des obligations maintenant qu'il y a quelques années. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre dans une allocation et regarder quelle place ça peut prendre dans une allocation patrimoniale, effectivement. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le
le tour de la question pour cette semaine. Je vous dis à dans 2 semaines pour d'autres sujets macroéconomiques. Merci beaucoup Andy Busaglia, gestionnaire de fortune et de patrimoine, contributeur au site Géopolitique Profonde. On rappelle pour les auditeurs de Radio Courtoisie que s'ils veulent approfondir ces sujets, ils vont sur le site de Géopolitique Profonde et ils pourront facilement ensuite converser avec les différents contributeurs. Merci Andy et à dans 2 semaines. So sprach Zarathustra. Ainsi parle Zarathustra et ce sera Pierre-Antoine Plaquevent, le Zarathustra, aujourd'hui. On remercie pour ces interludes musicales tout à fait originales, sans sonnette, puisqu'on m'avait reproché le côté ringard. Il y a eu un seul commentaire comme ça et vous avez tout de suite changé, mais c'est pas grave. On lui remettra les... On attend les commentaires de votre auditeur cette fois-ci, donc on verra. Mais on remercie Virginie Lamontagne pour ses interludes complètement inédites pour notre émission et pour Géopolitique Profonde. On aura peut-être même une surprise pour Mike Borowski tout à l'heure sur ce sujet. On garde le secret. Oui, on garde le secret. Un auditeur, compliment pour l'émission, le débit est un peu trop rapide. Alors, je trouvais qu'il était lent, mais... Bon, il y a des jours comme ça. Oui, bonjour madame et monsieur Stocker. Je suis un peu en retard. Si je comprends bien, on va nous mettre au charbon. On va rouler au charbon. Ainsi, il sera aisé de faire payer le couillon de français pour pollution. On marche sur la tête, le serpent qui se mord la queue. Il paraît que nous, les Européens responsables du réchauffement, allons payer quelques milliards. Les pays où il fait déjà 50 degrés. Merci, on aime. Il y a d'autres messages, je les lirai éventuellement tout à l'heure. Mais place évidemment à Pierre-Antoine Plaquevent, écrivain et analyste politique. Il dirige le centre d'analyse Strategica, strategica.fr. Il est l'auteur des livres Soros et la société ouverte, Métapolitique du globalisme, et Globalisme et dépopulation, biopolitique, vaccination, transhumanisme, édition Strategica en juin 2022. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour à vous. Alors, on va traiter le sujet principal dans ce grand angle qui fait écho évidemment à l'ouverture de la COP28 ce jeudi. Ce sera la guerre climatique. Alors, c'est un extrait de l'e-book Globalisme et guerre climatique qui a été publié et disponible sur le site Strategica et qu'on retrouve donc cet extrait, cet article, sur le site, non pas sur le site, sur la revue, de Géopolitique Profonde de mai 2023. Mais comme il avait fallu... rapidement passer la revue sur Kissinger, je vais vous demander un petit peu, non pas la biographie officielle, mais on va dire la biographie officieuse de Kissinger. Mais auparavant, parce que j'oublie tout aujourd'hui, c'est comme ça. La soirée d'hier a été certainement beaucoup trop festive. J'oublie que j'ai quand même dans le studio monsieur le directeur. Comme le disait un de mes anciens chroniqueurs, il m'a toujours pas fait la remarque pour me dire s'il a entendu. Arrête, Stacker, arrête. Donc, monsieur le directeur est présent dans le studio aujourd'hui, et c'est évidemment, Franck Pengam, le patron de Géopolitique Profonde, qui va peut-être nous dire un ou deux mots. Oui, rapidement. Et après, je vais laisser la place à Pierre-Antoine Plaquevent. Merci en tout cas, Nicolas. Bonjour à tous. Bonjour Lara. Donc, ce que je peux vous présenter, c'est surtout la sortie du nouveau numéro de Géopolitique Profonde qui est en cours de livraison à tous les abonnés actuellement. Donc, c'est la revue de décembre qui va s'attarder notamment sur les questions autour d'Israël. Oui. Et voilà, on a un article d'ailleurs de Pierre-Antoine Plaquevent qui va
recontextualiser ça d'un point de vue géopolitique. La route de la soie. Au travers des routes de la soie, donc il y a un projet... Il nous en a déjà parlé il y a 3 semaines. Voilà, c'est ça. Donc là, il a fait un gros dossier pour la revue, dans le chapitre mondialisme. On a également Laurent Ozon qui va faire un point sur la santé mentale de la population. Je lui avais déjà demandé de faire un petit point sur les opiacés, et il avait déjà révélé quelques points intéressants, comme quoi on était tous un peu sous substance. Donc c'est assez intéressant. Et donc là, il fait un point sur la santé mentale des gens en général. C'est assez passionnant comme tous ces articles, donc je vous invite à aller lire ça. On le prendra sur ce sujet, à mon avis, prochainement. J'espère bien. On a également Jean-Maxime Corneille, que vous avez reçu la semaine dernière, qui nous fait un énorme dossier. Donc c'est la première fois qu'il écrit pour Géopolitique Profonde. Et là, vous aurez une somme. On en a parlé la semaine dernière, voilà, justement. Donc là, vous aurez une synthèse, j'ai envie de dire, de 5 siècles de subversion de l'Occident, comme il dit. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant. Et la logique du pétrole qui Exactement. est apparue avec les années 60, début des années 70. C'est ça, c'est vraiment une de ces grilles de lecture avec William Engdahl, c'est un de ses élèves, peut-on dire. On a également un chapitre sur la macroéconomie de Andy Busaglia, et moi finalement qui finit la revue avec encore un dossier sur les BRICS. Ça fait 3 fois que je le fais. Il y a beaucoup de choses à dire et c'est un sujet passionnant. Donc voilà ce que vous pouvez retrouver dans la prochaine revue de Géopolitique Profonde, qui est déjà en cours de livraison et qui est d'ores et déjà du coup disponible. Je pense que prochainement, on fera aussi une émission avec vous, Franck Pengam, sur les BRICS. Au-delà d'en parler pendant 2 minutes, on pourra en faire un grand angle, je pense, sur ce sujet. Pas de problème, avec plaisir. Bien. Alors, Pierre-Antoine Plaquevent, il faut pas promettre, il faut faire, il faut dire. On avait donc Kissinger, je suis passé, Lara Stam a rappelé quelques formules croustillantes du personnage. Est-ce que vous pourriez débuter donc votre intervention aujourd'hui, Pierre-Antoine Plaquevent, sur un peu la bio officieuse de Kissinger, non pas ce qu'on lit dans les grands médias aujourd'hui ou qu'on apprend d'ailleurs à Sciences Po et dans les grandes écoles, qui a été d'ailleurs recraché in extenso par Éric Zemmour. Dernièrement, qui a fait un panagérique justement d'Henry Kissinger. Alors dites-nous un petit peu l'autre face, Pierre-Antoine Plaquevent, peut-être, d'Henry Kissinger. Kissinger fait partie de ces personnalités qui était l'un des architectes de la gouvernance mondiale et du mondialisme. Il faisait partie des principaux organes d'orientation de ce globalisme politique, que ce soit le Council on Foreign Relations ou bien la commission trilatérale, ou encore le club Bilderberg, dont il était un membre permanent, et il avait à la réunion du club Bilderberg en mai dernier, auquel il avait assisté. D'ailleurs, j'avais fait un article pour la revue Géopolitique Profonde, réunion du club Bilderberg de mai dernier. Donc il était encore à son âge toujours très actif, et alors il était sur différents fronts, on va dire, de cette stratégie globale du mondialisme. Mais il y a 2 champs sur lesquels il a particulièrement agi et que j'ai étudié. Vous avez parlé du livre Globalisme et des populations, mais j'ai aussi sorti un dernier livre là en octobre, qui s'appelle Société ouverte contre Eurasie. Et dans ce livre, je reparle justement du rôle, entre autres, de Kissinger dans le grand jeu que mènent les puissances anglo-américaines depuis en fait plusieurs siècles. Mais précisément, moi j'ai étudié la période d'1 siècle, de 1914 à nos jours, de la Première Guerre mondiale à nos jours, et notamment durant la guerre dite froide. Kissinger a joué un rôle important à l'époque pour rapprocher les États-Unis de la Chine afin de scinder une possible alliance sino-russe dans le camp socialiste. Et puis, c'est cela qui est intéressant, plus récemment, on va dire dans 2015 au Covid, il a essayé de jouer la stratégie inverse, c'est-à-dire de rapprocher la Russie de l'Occident pour à nouveau freiner cette fois-ci la Chine et non plus l'URSS. Toujours dans cette idée qui était celle de Brzezinski, de tous les grands stratèges globalistes,
de scinder cette puissance sino-russe, qui constitue un adversaire stratégique majeur pour l'hégémonie installée. Donc déjà, il a joué là-dessus, et à la même période, on va dire, enfin à la même période de l'époque de la Chine, je parle de la guerre froide, il a aussi été le rédacteur d'un rapport controversé qui a été rendu public au début des années 90, qui est le rapport NSSM 200, qui avait été réalisé à la demande de Nixon, et qui en fait envisageait la manière de maintenir une natalité basse dans les pays vassaux des États-Unis, et notamment les pays du tiers-monde recelant des ressources stratégiques fondamentales pour les États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, ailleurs. Et donc là, c'est intéressant parce que c'est directement lié au mon précédent livre, Globalisme et dépopulation, puisque là, il disait, comment est-ce qu'on peut faire cela ? On ne peut pas le faire frontalement, donc il faut amener les choses par le biais des droits humains, et notamment, toujours pareil, de la promotion de la santé reproductive, comme on l'appelle dans le langage de la gouvernance mondiale, c'est-à-dire tout ce qui est contraception, mais même, il y avait une ambiguïté sur la promotion de l'avortement, mais par contre, ce qui était clair, c'était sur la promotion de la stérilisation volontaire au départ, et après peut-être même plus, et c'est ça cela nous amène directement au sujet que nous allons traiter, c'est la question des armes du mondialisme en quelque sorte. C'est-à-dire que si on observe ce qu'a fait un Kissinger, il était à la fois actif sur le plan géopolitique face aux ennemis, on pourrait dire du bloc occidental globaliste, mais aussi face aux vassaux, c'est-à-dire et les vassaux, on ne peut pas leur faire la guerre en quelque sorte frontalement, il faut trouver des moyens qu'on va appeler des moyens de subversion pour les amener aux objectifs et pour maintenir la hiérarchie dans l'hégémonie. Donc je pense que le rôle de Kissinger a été beaucoup là-dessus. Après, il y a toute ça n'enlève rien aux qualités de diplomate et d'intelligence d'Henry Kissinger, mais il y a toujours, on va dire, la face publique, et puis il y a la face et même là, sur ces questions-là, ce sont des questions qui maintenant sont en fait documentées, et il suffit de se renseigner. Encore faut-il le vouloir. Voilà. Très bien, merci Pierre-Antoine Plaquevent pour cet éclaircissement concernant Henry Kissinger. Alors, dans cet article de mai 2023 sur Géopolitique profonde, vous écrivez Géo-ingénierie, la militarisation et la manipulation géopolitique du climat. Existe-t-il des moyens technologiques d'influer sur la météo et le climat ? Si oui, ces moyens sont-ils déjà employés et ont-ils ou peuvent-ils avoir un impact effectif et significatif ? Est-il possible qu'un épisode long de sécheresse ou à l'inverse des pluies anormalement intenses ou même des tempêtes puissent être générés de manière artificielle et être ainsi employés comme les vecteurs tactiques et furtifs d'une véritable guerre invisible ? Alors, vous commencez, et puis je vais vous donner la parole tout de suite après, par une citation de Brzezinski dans son livre écrit en 1970, Between Two Edges. Il dresse le constat suivant, Brzezinski. La technologie va doter les dirigeants des principaux pays de techniques capables de mener en secret une guerre dont seules des forces de sécurité réduites au minimum seraient au courant. On pourrait, dit-il, utiliser des techniques comme la modification des conditions climatiques pour engendrer des périodes prolongées de sécheresse ou d'orage. Alors là, on pense naviguer en plein complotisme, Pierre-Antoine Plaquevent. Oui, et on pense naviguer en plein complotisme, mais c'est une citation donc de Zbigniew Brzezinski, qui était donc, comme je vous disais, cofondateur de la commission trilatérale avec Kissinger et David Rockefeller. Donc autant dire pas un halluciné, pas un allumé isolé. De service. Voilà. On rappelle Johnson aussi. Vous citez Johnson, Exactement. Le président Johnson, qui en 1958 dit « Celui qui contrôle la météo contrôlera le monde ». Voilà, il disait exactement, depuis l'espace, les maîtres de l'infini auraient le pouvoir de contrôler la météo de la Terre, de provoquer des sécheresses et des inondations,
de modifier les marées et de faire monter le niveau de la mer, de détourner le Gulf Stream et de transformer les climats tempérés en climat glacial. Alors ça, c'était en 1958. C'était dans le contexte vraiment de la course vers l'espace, et dans lequel il argumentait sur cette thématique pour dire, voilà, si les soviétiques, en gros, s'emparent de l'espace proche avant nous, ils risquent de développer des armes de ce type qu'ils pourront utiliser contre nous. Plus récemment, c'était en 2016, lors d'une conférence auprès du Council on Foreign Relations, l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, donc là encore, c'est pas un allumé non plus, voilà, qui lui, quant à lui, évoquait, donc je cite, l'ensemble des technologies souvent désignées collectivement sous le nom de géo-ingénierie qui pourraient potentiellement aider à inverser les effets du réchauffement du climat mondial. Donc là, c'était dans une utilisation, on pourrait dire, positive. Il y a l'utilisation négative qui serait l'utilisation guerrière, et puis l'utilisation positive qui serait de réparer le climat, selon la doxa de la gouvernance mondiale. Alors, quand Brzezinski parle de ces armes climatiques en 1970, il faut savoir que à la même époque, c'est le journaliste Seymour Hersh, dont on a parlé cette année, qui a réalisé cette enquête sur l'attaque contre le Nord Stream. C'est ça. Seymour Hersh, à l'époque, qui n'était pas taxé de complotisme et qui écrivait dans les grands journaux qui écrivait dans les grands journaux américains de gauche, donc on voit, avait écrit toute une enquête, comme il sait faire, un peu à la manière du Nord Stream, sur l'utilisation des armes météorologiques au Vietnam. Et cette enquête, plus des révélations connexes faites par par différents acteurs, avait mené les soviétiques à demander à l'ONU une enquête sur cette question. Cela a donné à une convention de l'ONU qui s'appelle NMOD, la Convention sur la modification environnementale, qui théoriquement interdit l'usage d'armes météorologiques ou climatiques, d'armes en fait qu'on appelle mésologiques, c'est-à-dire qui agissent sur l'environnement. Elles sont théoriquement interdites. Donc elles sont interdites, donc elles existent. C'est quand même ça qu'il faut. Et elles ont été interdites parce qu'elles ont été employées. Donc elles ont été employées au Vietnam durant une opération qui s'appelle l'opération Popeye, dont je donne les détails dans mon étude, là dans la version longue qui est sur Strategica, qui s'appelle Globalisme et guerre climatique. C'est ça. Et je parle donc de cette opération Popeye qui consistait à ce qu'on appelle l'ensemencement de nuages. Ah oui, alors voilà. Quelles sont les techniques justement utilisées? Voilà, donc l'ensemencement de nuages a été utilisé au Vietnam. Donc il s'agissait de faire d'envoyer des avions qui projetaient au-dessus de tempêtes de nuages en formation on va dire des accélérateurs météorologiques, des éléments chimiques qui allaient provoquer la tempête. Et cela a été effectué à nombreuses reprises, et le but était d'inonder la piste Ho Chi Minh qui permettait l'approvisionnement en armes, notamment des troupes nord-vietnamiennes. Et dans mon étude, je cite les vétérans de l'opération Popeye qui témoignent. On peut trouver leur site internet où ils parlent de ça, de cette époque. Et donc ça a été documenté par Seymour Hersh à l'époque, et on a parlé. Il y a même des émissions télévisées, y compris de la télé française des années 70, qui parlent de ce sujet. Donc on voit quand même dans vers quoi on a évolué. C'est-à-dire qu'à l'époque, la concurrence avec le système soviétique faisait que l'Occident était obligé tout de même d'avoir un minimum de liberté d'expression. On est complètement sorti de ça, et maintenant, toutes ces questions, évidemment, ne sont plus traitées rationnellement, mais sont interdites. Donc le cloud seeding, l'ensemencement de nuages, est utilisé. Il a été utilisé régulièrement par les soviétiques, par les Chinois. Les Chinois, c'est ce que vous écrivez aussi. Hein. Il est utilisé, l'ensemencement de nuages, dans les pays du Golfe pour justement essayer d'augmenter la pluviométrie. Donc en fait, ce sont des techniques qui existent et qui sont déjà largement employées. Il y a des sociétés qui proposent des services, sociétés privées qui proposent ces services. Pierre-Antoine, oui. Vous allez même plus loin, vous dites qu'il existe des brevets
justement de géo-ingénierie sur le climat. Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que les types de brevets qui existent, là c'est pareil, c'est difficile pour le grand public ou enfin pour le chercheur même indépendant de savoir ce qu'il existe réellement et ce qui est déjà employé. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question des brevets qui existent. Vous avez par exemple dès 1967, toujours même période, à laquelle où Brzezinski parlait un petit peu de ces questions-là, un brevet américain, US 365, je ne sais pas combien, voilà, donc je vous passe les détails, intitulé Système et méthode d'irradiation de surface planétaire, donc qui résume son objet ainsi: de système et procédé pour l'irradiation généralisée de zones de surface relativement grandes d'une planète, telle que la Terre, la Lune, pour l'éclairage, le chauffage, le contrôle des conditions météorologiques, employant un ou plusieurs satellites à réflecteurs planaires autoréglables en orbite autour de la planète, contrôlés en altitude et en position orbitale pour réfléchir l'énergie du Soleil vers une zone souhaitée de la surface de la planète. C'est la guerre des étoiles. C'est la guerre des étoiles. C'était en 1967, 10 ans après la déclaration de Johnson qui disait attention, si on ne s'empare pas nous de l'orbite proche, de l'espace proche, les soviétiques le feront et ils installeront des technologies de ce type. Donc 10 ans après, on a déjà le brevet qui est déposé sur ça. En 91, brevet du même type, brevet américain déposé en 91 et modifié ensuite en 95-99, qui reprend cette idée et qui parle de l'utilisation de satellites artificiels en orbite terrestre pour pareil, irradier une surface, une partie de surface planétaire. Bien. Et pour modifier le climat de manière adaptative et le rayonnement du solaire, le rayonnement solaire. Voilà. Alors, Pierre-Antoine, il y a énormément, je le dis tout de suite, de questions d'auditeurs, des questions que nous traiterons donc la semaine prochaine. Je vous en ferai parvenir d'ailleurs, et vous pourrez directement répondre aux auditeurs, puisqu'on a pris un peu de retard avec la revue de presse, donc place d'abord au direct, mais on traitera les questions des auditeurs la semaine prochaine. Néanmoins, il y a des questions, et puis ça tombe bien parce que c'est le moment où j'allais vous poser le sujet actuel des grandes tempêtes. On en a beaucoup parlé en Russie, en Ukraine dernièrement. Il y a beaucoup d'auditeurs qui quand même s'interrogent sur, c'est la question à 100 balles, on va dire, sur les chemtrails, sur le projet HARP, sur tous ces éléments. Qu'en est-il d'après vous, de toutes ces théories jugées évidemment fumeuses par le système actuel? Bien, encore une fois, moi j'en reste aux citations des acteurs eux-mêmes. En fait, c'est toujours pareil, c'est un faisceau d'indices lourd tout de même. Si on prend les citations des principaux architectes du projet mondialiste, si on prend les technologies qui existent potentiellement en se penchant par exemple sur les brevets, sur ce qui existe déjà, sur ce qui est déjà utilisé et sur ce qui a été utilisé, comme au Vietnam, comme le projet aussi Nile Blue, qui visait à affaiblir les précipitations ou à les augmenter au-dessus de Cuba. Castro lui-même en avait parlé. Alors pareil, on peut dire oui, c'est un Olubrius, un dictateur agité qui emploie de la rhétorique du complot. Mais quand c'est Brzezinski ou Johnson lui-même qui en parle, ou bien Brennan, l'ancien directeur de la CIA, qui en parle au sein même du CFR, bon, ça fait tout de même beaucoup d'indices. Pour moi, ces technologies existent, elles sont employées. Ce qui est important, c'est ce que disait Brzezinski, c'est-à-dire des guerres qui ne seront connues que de forces, de secteurs réduits, des forces de sécurité. Parce que vous le dites, et vous le dites souvent, les mondialistes n'assument pas un certain nombre de choses, donc ils ne le diront pas. Par contre, il faut bien reconnaître que depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, qu'on le veuille ou non, étrangement, il n'y a jamais eu autant de dérèglements climatiques. C'est quand même surprenant. Moi j'avais noté quand même que on nous annonçait donc en 2022 donc les rétentions énergétiques contre l'Europe par la Russie.
on a eu une période de sécheresse, puis une période, un automne chaud, et on a eu un hiver tardif, et on a pu observer effectivement ces traînées incessantes dans le ciel, oui. dans le ciel. Oui. Et on peut penser qu'il est logique d'essayer de matelassser, dans la perspective où l'Europe est en guerre avec la Russie, d'essayer de matelasser l'hiver et de le retarder le plus possible afin d'avoir un impact sur la consommation énergétique. Ça me semble logique. De la même manière aussi, il est logique d'essayer d'augmenter les précipitations sur les zones de conflit lorsqu'on en a besoin, puisque c'est ce qui a été fait au Vietnam, par exemple. Donc pourquoi ne pas le refaire à notre époque, où j'imagine les technologies sont encore plus avancées que dans les années 60. Ça me semble logique. Et sur cette question, comme je vous disais, de l'ensemencement de nuages, elle est documentée, elle existe. Et alors on va me dire, oui, mais c'est quand même, ça paraît énorme, parce que c'est toujours la question qui revient, c'est mais utiliser des avions de ligne pour faire ça demande quand même les gens, toute une hiérarchie de gens qui vont dissimuler ça, mais il n'y a pas forcément que des avions de ligne qui peuvent être utilisés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toute une flottille d'avions, même non immatriculés, de l'OTAN, basés dans des bases de l'OTAN, qui peuvent faire ce genre d'opération. C'est quelque chose. C'est pas de la science-fiction. C'est pas de la science-fiction. Ça existe. Enfin, je veux dire, c'est des avions non immatriculés qui font des opérations dissimulées. Ça existe. Donc pourquoi ils ne le feraient-ils pas aussi en matière d'ensemencement de nuages ou de guerre météorologique? Alors Pierre-Antoine Plaquevent, il reste que 7 ou 8 minutes avant la fin de cette émission et j'aimerais qu'on évoque dans cette dernière partie sur ce sujet justement de la géo-ingénierie appliquée au changement climatique, qu'on évoque Soros, les mondialistes. Soros a fait du réchauffement climatique la priorité numéro 1, il craint pour la société ouverte. Il revient à l'homme, dit-il, de réparer le monde et d'empêcher une catastrophe planétaire en mobilisant l'ensemble de la société et des institutions internationales vers cet objectif stratégique global. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les valets de Soros appliquent à la lettre les demandes d'un des patrons, finalement, du mondialisme. Ah oui, ce qui est intéressant, c'est que Soros, c'est un peu comme Kissinger ou David Rockefeller à son époque. Malgré leur grand âge, jusqu'au bout, ils continuent d'être actifs autant que leur capacité physique leur permet. Et Soros, au début de chaque année, donne une allocution dans laquelle il explique un petit peu les orientations stratégiques et dans laquelle il, en quelque sorte, désigne l'ennemi prioritaire pour l'année en cours, en fait. Et donc, en 2022, en 2022, il disait expressément la question climatique, finalement, maintenant, va être dépassée par la question géopolitique et la priorité, c'est de se prémunir contre la Russie et la Chine. Voilà. Et là, en début 2023, il revenait à l'assaut et il disait, maintenant, là, la question climatique revient. Et il disait la chose suivante: pendant que deux systèmes de gouvernance se livrent bataille pour asseoir leur domination sur le monde, notre civilisation risque de s'effondrer à cause de l'avancée inexorable du changement climatique. C'est là un raccourci assez rapide, mais je crois qu'il résume bien la situation actuelle. Donc vous voyez, vous avez cette guerre géopolitique planétaire, et puis en arrière-fond quelque chose de pire encore, qui est le réchauffement climatique. Bon, évidemment, je pense que tout ça sert à matelasser les confrontations géopolitiques, et c'est, si vous voulez, dans l'idée de gouvernance mondiale, pour réunir tous les acteurs autour d'une même autorité supra-étatique, il faut qu'il y ait un ennemi qui soit en quelque sorte en dehors du champ politique. Et finalement, le climat joue un rôle idéal pour mobiliser l'ensemble du système monde et puis l'ensemble des sociétés civiles mondiales face à cet ennemi. Alors ça a été les pandémies avant, ça peut être le climat, et à chaque fois ça va être un ennemi de ce type-là. Voilà, et ça permet effectivement d'éluder les fractures internes à la gouvernance mondiale, qui sont des fractures
plus prosaïquement géopolitique. Alors, Pierre-Antoine, excusez-moi de vous couper. Oui. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, moi je ne vous vois pas, mais j'essaie de faire je fais des grands gestes dans le studio, tout le monde me voit m'agiter, parce que j'aimerais qu'on conclue votre intervention sur un dernier élément. Je vous cite, objectif des mondialistes, dites-vous dans cette revue de mai 2023 de géopolitique profonde, objectif des mondialistes, on voit bien où l'on cherche à nous conduire. Le réchauffement climatique constitue le nouveau Covid qui sert de prétexte pour accélérer l'agenda de la grande réinitialisation et de la révolution verte qui doit transformer radicalement la forme politique occidentale et nos modes de vie à l'horizon 2030. Là, c'est plus qu'un pavé dans la mare. Alors, regardez, là encore, écoutez ce que dit Soros. Parce que c'est toujours évidemment l'urgence, parce qu'il faut une urgence pour pousser les transformations. Donc c'est un message urgent. Nous nous rapprochons dangereusement de la limite de 1,5 degré de hausse des températures fixée par l'accord de Paris en 2015, etc. Et il dit l'accélération du changement climatique entraînera aussi des migrations à grande échelle auxquelles le monde n'est pas bien préparé. Évidemment, ça aussi c'est pour nous faire accepter. C'est que cette question-là, les migrants deviendront donc des migrants climatiques. Bien sûr, oui. Et si nous ne modifions pas notre façon de répondre au changement climatique, notre civilisation subira de profonds bouleversements, etc. Et surtout, phrase intéressante, nous devons réorienter les institutions financières internationales, en particulier la Banque mondiale, pour qu'elles se concentrent sur le changement climatique. Donc on voit bien qu'ils vont, comme avec le Covid, utiliser un prétexte pour transformer la forme politique occidentale. Voilà. Donc c'est cela la. Oui. C'est ça leur objectif. Bon. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je ne peux qu'encourager les auditeurs à se référer à cette revue de géopolitique profonde, aux revues en général de géopolitique profonde. On remercie Franck Pengam d'ailleurs de nous avoir annoncé en avant-première la revue de décembre. Je vois Patrice qui arrive encore avec des questions. C'est bien, c'est la preuve que c'est de plus en plus suivi. On répondra la semaine prochaine, promis. C'est promis, on répondra, chers auditeurs, et surtout n'hésitez pas à poser vos questions. On les enverra d'ailleurs aussi à nos invités, dont évidemment le message je dois lire, brillantissime. Merci. Pierre-Antoine Plaquevent, qui est donc brillantissime. On est tout à fait d'accord avec cet auditeur. Avant de finir, parce que c'est bien des fois de se faire des clins d'œil entre patrons d'émission, on est content d'avoir l'animateur, je dirais, numéro 1 sur les réseaux, sur le net, de géopolitique profonde, en la personne, évidemment, de Mike Borowski, qui est là avec nous. Vous êtes content, Mike? En plus, vous avez Virginie encore aujourd'hui. Ah bah oui, toujours. Je suis très content. Et là, on va prendre l'antenne et il y aura une petite surprise pour la programmation de 10h30 sur les controverses. Mais je crois que Nicolas vous a préparé aussi une surprise. Ah bon, j'ai droit à une surprise. On se fait des surprises mutuelles. Parfait. On s'envoie des belles surprises entre nous. Merci Mike Borowski. Merci Lara Stab. Merci encore à Andy Bussaglia, à Franck et à Pierre-Antoine Plaquevent. Allez, à la semaine prochaine, chers auditeurs. Vous venez d'entendre Géopolitique profonde, dirigée par Nicolas Stocker et assistée de Lara Stam, diffusée en direct sur Radio Courtoisie samedi 2 décembre 2023 de 9h à 10h30 et réalisée par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat,
75 016 Paris.